Les amis, c'est un bain de sang. Ah bah là, je vais me faire bannir des réseaux sociaux. On va parler de toutes ces dingueries de l'IA que l'on ne voit pas aujourd'hui. Alors à la une, je vous mets une nouvelle fonctionnalité de ChatGPT que je vous invite fortement à tester, vous allez voir ça. Et puis dans le reste de l'actu, on va parler de tous ces géants de l'IA, de la tech, du numérique, surpuissants, qui s'échappent sur plusieurs terrains. Et il faut que vous compreniez ça. Et il y a des trucs absolument dingos. Bref, vous allez le découvrir ici dans cette revue d'actu du joyeux mercredi 11 février 2026. Vous êtes sur Renault Décode. Ça va bafouiller sévère. Je vous parle de web, d'IA, digital tech en live tous les lundis, mercredis et vendredis midi. À retrouver également sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, activez les petites cloches, machin. Vas-y, tais-toi Renault, on veut les actus. Ok, je démarre par une petite pépite dans ChatGPT. Oh, ça c'est sympa. C'est maintenant. Une petite pépite de ChatGPT, une nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir, qui est accessible pour vous, les amis, si vous avez accès au Deep Research dans ChatGPT. Oui, le truc qui recherche plein de trucs, qui réfléchit, qui nous fait des jolis rapports à la fin. Ouais, mais ceci dit, c'est pas hyper paramétrable, on l'utilise pas tous les jours. Bon, il faudrait que notre patron, il nous demande régulièrement des rapports, des analyses, des études, des choses comme ça, qu'on paye très cher aujourd'hui. Bah non, on n'a pas besoin de les payer très cher puisque vous allez pouvoir les faire même si votre patron vous le demande pas. C'est une nouvelle fonctionnalité donc qui est sortie et qui nous raconte un truc sur le positionnement qu'est en train de prendre aussi ChatGPT contre Google. Ah oui, bah ces deux-là, OpenAI, Google, ils s'envoient des frites, mais c'est terrible. Et dans cette série, dans cette saga de ces deux gros géants qui s'affrontent, bah, nous avons une petite nouveauté qui est celle-ci, les amis. Voilà un ChatGPT classique. Alors surveillez-le en ce moment, ChatGPT, je vous le dis comme ça, parce qu'à mon avis, 5.3, ça arrive là. Ça arrive dans pas longtemps. Faites des refresh là, ces jours prochains de votre ChatGPT parce qu'à mon avis, la nouvelle version qui arrive, je vous en ai déjà parlé, elle est déjà au service de ChatGPT Codex 5.3. Elle n'est pas encore arrivée dans vos interfaces ChatGPT. À mon avis, ça va pas tarder. On verra bien. En tout cas, on reste en ChatGPT 5.2, vous le voyez là-haut, ou en ce que vous voulez d'ailleurs, peu importe, c'est indépendant. Et vous pouvez de temps en temps lui dire, bah tiens, moi j'ai des ressources, j'ai des datas, j'ai des infos, j'ai des données, mais en or. Ce que j'ai moi, c'est de l'or en barre. Bah, quand je dis moi, c'est vous les amis. Vous avez un site e-commerce, vous avez une base documentaire, vous avez un dossier dans votre drive avec des tas d'informations sur vous, sur votre activité, sur vos concurrents, dans votre entreprise, à titre personnel. Vous avez des mines d'or informationnelles quelque part en ligne ou dans des outils. Bon, eh bien les amis, ces mines d'or, vous pouvez enfin les exploiter de façon absolument magique avec cette nouvelle fonctionnalité où vous pouvez dire analyse en te basant essentiellement sur mon site Renault Décode, les tendances du marché de l'IA telles que vécues par les utilisateurs finaux. Bon, ça, moi, je me dis, bah moi, j'ai toute la communauté qui est sur renault-décode.fr, on se parle de plein de trucs, on pourrait essayer de savoir ce qui vous plaît le plus, quelles sont les tendances qu'on arrive à faire, ce qu'on n'arrive pas à faire, vu que vous êtes sur mon site. Bon, bah faisons-le analyser par un expert pendant 3 mois et que ça va me coûter des ronds. Non, faisons-le analyser par un expert en 10 minutes et ça s'appelle ChatGPT Deep Research. Vous allez ici dans le petit plus et vous cliquez recherche approfondie et sous vos yeux ébahis, vous allez vous rendre compte qu'il y a des nouveautés, notamment. La première, c'est que déjà, vous pouvez connecter plus d'applications et notamment des sources de données, votre Google Drive par exemple, ou votre calendar. Dis-moi, fais-moi une analyse sur mon taux d'occupation ces dernières années, ou votre Gmail, ou ce que vous voulez, plus plein de connexions MCP, je vous en ai déjà parlé, avec des outils que vous avez. Tiens, par exemple, moi j'ai une connexion à Stripe, qui est mon outil pour recevoir mes paiements. Et ben, peut-être qu'il peut me faire une super analyse basée là-dessus. Oh, un business plan complet. Ouais, mais il va falloir qu'ils recherchent de façon approfondie. Bah justement, c'est qu'est-ce que je vous montre avec la recherche approfondie. Et deuxième dinguerie, vous avez la partie site ici. Vous pouvez vous baser aussi sur des sites web de façon ouverte ou fermée. Vous pouvez ici dire, bah je veux que tu recherches sur le web. Bon bah ça, normal, il va faire des recherches sur le web, ça il savait déjà faire. Mais vous pouvez aussi lui indiquer des sites spécifiques. Par exemple, moi je vais indiquer mon propre site, mais vous pouvez lui dire, base-toi sur les études faites par le Parlement européen sur tel truc.
base-toi sur les études faites par le CNRS, machin, etc. Vous mettez des URL ici, vous les ajoutez et vous pouvez même décider s'il doit s'en servir de façon stricte ou plus large. Et vous lancez le bousin. Alors je vais pas le lancer avec vous, juste un petit peu, mais ça prend du temps, c'est une recherche approfondie, mais le truc est un bijou. Déjà parce qu'il va tout organiser. Hop là, je vais vous le mettre comme ça, en petite vignette. Ça y est, voilà. Il a déjà commencé son travail. Il s'organise complètement. Alors je vais faire ça, puis je vais faire ça, après je vais faire ça, machin, je vais synthétiser, Il fait tout un déroulé. Pendant que vous travaillez, troisième dinguerie, vous pouvez lui rajouter des choses. Ça, c'est une vraie nouveauté. Dans ça en plus, parce qu'avant, les choses que je vous ai montrées ici, si vous êtes super développeur, vous pouvez le faire à peu près vous-même en faisant des gros systèmes. Bon, là, c'est tout intégré, dispo pour tout le monde. Mais là, en plus, vous pouvez l'interrompre en plein milieu sans qu'il s'interrompe. C'est contradictoire. Non, vous pouvez lui dire, pendant qu'il réfléchit, qu'il fait des choses, attends, j'ai un truc à t'apporter en plus. En gros, vous pouvez travailler avec lui. Attends, non, il y a une autre source de données là. Attends, je veux pas que tu t'orientes là-dessus. Mais ça, plutôt, le traite pas. Est-ce que tu peux explorer telle chose aussi? Vous bossez avec lui pendant qu'il fait une super recherche. Si vous faites démarrer ici, une fois que vous êtes OK avec le plan, vous pouvez dire, je suis pas OK avec le plan. Vous avez le petit bouton mettre à jour ici. Vous pouvez dire, attends, il continue sa recherche. Vous voyez, ici, il continue sa recherche. Et là, vous pouvez lui dire, attends, est-ce que tu peux, s'il te plaît, faire autre chose? Et à la fin, ça vous donne des trucs super. Ça, c'est la version qui est déjà que j'avais déjà lancée. Alors, ça prend un petit peu de temps. Vous voyez, là, il a mis 16 minutes là-dessus et ça vous fait un rapport, mais absolument dingo, qui peut intégrer des citations, qui peut intégrer des graphiques, qui peut intégrer des super tableaux mis en forme. Vous le voyez ici, c'est absolument dingo ce qu'il est capable de faire, d'aller retrouver. Vous faites des études que vont devenir les cabinets de conseil. Moi, je vous le dis, vu qu'on peut tous faire ça maintenant avec ces dingueries, et vous pouvez aller jusqu'à explorer. C'est le petit bouton ici. Les sources qui ont été utilisées, comment? Ça, c'est les sources. Voilà, tout est sourcé, bien entendu. Vous voyez que là, comme je lui ai indiqué mon site, il a été scrappé, recherché mon site pour faire des analyses, puis il a été voir d'autres choses aussi. Et vous pouvez aller voir aussi quelle est son activité. Vous verrez à quel point il est intelligent, comment il structure sa réflexion pour pondre un super rapport. Je voulais vous parler de ça parce que c'est dingo et que ça s'additionne avec un autre truc qui est en train d'arriver. Alors moi, je ne l'ai pas encore, mais c'est en cours de déploiement du côté de chez OpenAI. C'est ce qui s'appelle le Knowledge Graph, le graphique de connaissances. Non, c'est pas comme ça. Je sais pas. Enfin bref, le Knowledge Graph, en fait, vous connaissez ce truc-là, notamment dans Google, le moteur de recherche historique qu'on a encore en France, mais partout ailleurs dans le monde, ils l'ont en mode IA. Nous, on l'a pas à cause des droits voisins. Bref, on est à la bourre comme d'hab. Bref, le Knowledge Graph, c'est par exemple quand vous faites une requête dans le Google standard, parfois vous avez des fiches qui s'affichent à droite. Vous parlez de tel monsieur ou telle madame, voilà sa photo, voilà des extraits de son Wikipédia ou de son machin. Bref, il vous fait une petite fiche liée à cette personne, ou à une entreprise, ou à une association, ou à un truc, peu importe, vous avez des petites fiches qui apparaissent. Ça, c'est une base de connaissances induite par ces moteurs de recherche et qui sont à disposition pour faire du travail plus rapide et d'avoir des sources plus fiables et des sources d'informations préfabriquées. Les amis, OpenAI est en train de se mettre à ça. Ce qui nous indique clairement que les deux, là, OpenAI et Google, sont encore une fois en train de se livrer une guerre sans merci. C'est un océan rouge, comme on dit. Les gros requins s'affrontent. On peut plus jouer dans cette cour-là, puisqu'entre le Deep Research qui fait ce genre de truc où on indique des sites web et il va chercher tout ça et fait des analyses dessus, qui pourrait aussi servir à réentraîner les IA de demain, vous voyez le truc arriver, plus le Knowledge Graph qui est en cours de déploiement du côté de chez OpenAI. OpenAI devient un acteur indépendant de Google, du web, etc. pour tout savoir, pour tout indexer, pour tout référencer, pour avoir toutes les datas de l'univers. Donc la planète Terre, déjà, ce sera pas mal. En tout cas, intéressez-vous à ça et puis guettez les prochaines versions du côté d'OpenAI et du côté de Gemini aussi. Il y a une baston, mais hallucinante, dont on parle assez peu dans les médias traditionnels, dont on parle assez peu aussi d'ailleurs sur Renaud Décode, même si j'essaye de faire en sorte que si, parce qu'on parle d'IA, on parle des modèles, on parle de la puissance des modèles, des capacités des modèles. On a fait tout un focus sur le dernier opus de Claude, qui plie le game actuellement, et c'est une grosse dinguerie, mais on parle assez peu de l'envers du décor.
Et l'envers du décor, eh ben, il place la guerre de l'intelligence artificielle, non pas sur les modèles eux-mêmes, pas la guerre à moyen terme en tout cas, mais sur le hardware. Et là-dessus, on a eu toute une petite série d'informations ces derniers temps qui nous indiquent que cette guerre, elle fait rage avec les géants du digital, de la tech, du numérique, notamment américains, mais également chinois, sur cette logique de puces, de GPU, de processeurs et de tout le bastringue. Déjà, petit atermoiement, puisque vous le savez probablement, on en a déjà parlé ici, OpenAI s'apprête à lever énormément de sous. OpenAI qui reste une entreprise déficitaire, mais c'est pas grave, ils sont capables de lever des milliards. Oui, j'ai bien dit, des milliards. Et puis, avec plusieurs chiffres derrière. Certains parlent d'une levée pouvant aller jusque 100 milliards de dollars. Pour faire quoi chez OpenAI? Eh ben, pour l'infrastructure. Parce que ce qu'il manque à OpenAI, c'est pas des chercheurs, des data, des modèles, et améliorer leur modèle. Ça, ils savent faire comme les autres en face. Ce qui leur manque, c'est le compute, c'est le hardware. Et aujourd'hui, tous ces géants américains, et pas que, ils sont à la fois partenaires, fournisseurs les uns des autres, et également rivaux, mais à mort. Et tout ça crée des économies circulaires assez bizarres. Dans la levée de fonds imaginée de 100 milliards de dollars de OpenAI, on compte notamment Nvidia, et puis d'autres, SoftBank, etc., ou d'autres qui investissent les uns dans les autres, parce qu'en fait, il faut avoir des billes absolument partout. Eh bien, il y a des bruits qui courent en disant qu'en fait, c'est du pipeau et que Nvidia, il y a eu des bruits en interne chez Nvidia, n'investirait pas dessous chez OpenAI parce que Nvidia préfère miser sur d'autres chevaux, comme ça qu'on dit, ou en tout cas ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis en face, on a Microsoft, puisque Microsoft est quand même l'infrastructure, le partenaire, l'actionnaire aussi de OpenAI. Bon, qu'il y ait du Nvidia dedans, clairement, c'est un maquillage d'économie circulaire qui fait trembler les bourses. Et on pourrait avoir une sorte de bulle de l'IA qui pourrait calmer un petit peu tout le monde, une petite bulle qui va potentiellement se dégonfler là-dessus, puisqu'il y a eu également des bruits qui nous disaient que Nvidia n'était pas chaud du tout pour faire cet investissement. Bruit démenti ensuite par Nvidia en disant si, on va investir. Mais non, pas 100 milliards de dollars non plus. Ils vont investir quoi? Ils vont mettre des sous ils vont prendre des parts d'OpenAI. OpenAI va recevoir des parts de Nvidia, mais pas en sous, ou en tout cas en sous pour pouvoir acheter des puces de Nvidia. Donc ça fait une économie circulaire. En fait, tout le monde gagne des commandes ou du matériel, mais en fait, c'est de l'échange de bons procédés entre 2 voire 3 acteurs. Puisque derrière, il y a Microsoft qui est en embuscade et qui dit « Attends, nous, on fait tout notre pognon Microsoft, parce que Microsoft, eux, contrairement à OpenAI, gagnent beaucoup d'argent sur OpenAI, parce qu'ils fournissent l'infrastructure le cloud Azure en l'occurrence. Et le coup, c'est que Microsoft nous annonce qu'ils ont fait des avancées exceptionnelles là-dessus. C'est une puce qui s'appelle Maya 200. En gros, oui, Microsoft, qui n'est pas à la base un fondeur, un fabricant de puces, il ne l'est toujours pas d'ailleurs, c'est des partenariats avec TSMC, etc., sont sur cette bataille des puces. Ils nous fabriquent des puces. Alors si vous voulez voir les caractéristiques de tout ça, et si ça vous intéresse, vous allez voir que ils rivalisent également avec les 2 autres gros du cloud. Donc ici, on a Azure, donc qui est Microsoft. Voilà, ici on a AWS, ça c'est Amazon, qui a aussi des puces qui s'appellent Trainium, qui sont dédiées à l'intelligence artificielle, puisque Maya serait dédié à tout ce qui est inférence, intelligence artificielle, le service de l'intelligence artificielle. Amazon, AWS, pareil, ils font leurs puces Trainium, et Google a ses fameux TPU, qui, pareil, sont pas des GPU, mais des processeurs faits pour l'inférence de l'IA. Bref, vous voyez que cette baston, ils sont tous partenaires et fournisseurs les uns des autres. Il y en a un qui tremble, c'est Nvidia, parce qu'ils se disent tous les gros du cloud et de l'IA sont en train de se mettre à faire leurs puces, directement ou indirectement, trouver des canaux pour les faire eux-mêmes et avoir des choses assez magiques. En tout cas, OpenAI a une hyper bonne voie aussi de développement ici, en ayant du Maya 200, du Microsoft, de la puce Microsoft. C'est chelou, c'est comme ça, du cloud Microsoft qui sera encore plus performant et rendra performant aussi OpenAI. Si vous avez des actions Nvidia, il faut que vous soyez au courant de tout ça. Si vous n'avez pas des actions dans les autres, il faut que vous soyez au courant de tout ça. Et il faut que vous soyez aussi au courant pour vous dire que quand en France et en Europe, ça c'est mon avis, mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, on se dit, nous, il faut faire comme les Américains, il faut avoir notre cloud français et européen. Il nous manque un petit truc dans notre cloud quand même.
Bah, c'est des puces. Sans quoi, le cloud, il est un petit peu désert, un petit peu vide, c'est un peu que des câbles. Je caricature, mais c'est comme ça. Bon, et ben peut-être qu'on aura de l'industrie à développer, peut-être qu'on a 20 ans de retard. Spoiler alert, oui, et peut-être qu'en fait l'Europe, la France, malgré toutes ses bonnes intentions en ce moment sur le cloud, ne pourra pas rivaliser sur le terrain de l'intelligence artificielle parce que l'océan est déjà rouge et tous ces géants américains sont déjà en train de se fighter, de sortir leur truc, de prendre leur indépendance tout en étant partenaires et fournisseurs. C'est une dinguerie. Est-ce qu'on va mettre le doigt là-dedans? Est-ce qu'on peut rivaliser? À mon avis, non, mais vous me direz en commentaire. Alors après, chez nous, on a des champions de l'IA locale qui ne seraient pas donc en mode cloud et on pourrait faire d'autres dingueries pour justement se libérer de ces architecture cloud avec des GPU qui en plus polluent, bouffent de l'énergie, etc. Bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je termine juste par vous parler de la Chine, puisque en Chine c'est exactement pareil. Il y a des bruits en ce moment, pour l'instant démentis, mais ça va arriver à mon avis, du côté de ByteDance. Alors même topo, ByteDance c'est l'éditeur de TikTok, de CapCut, de tout un tas de choses en Chine, c'est un géant chinois, là aussi plutôt du logiciel qui se met à faire ses puces, donc il y aurait des partenariats en cours avec Samsung et d'autres pour fabriquer ses propres puces IA pour lui aussi être un fournisseur d'inférence de puces de cloud intelligence artificielle, sachant que Alibaba et Baidu sont déjà à bloc sur le sujet et eux aussi se mettent à faire leurs puces sur fond de conflits géostratégiques entre les États-Unis et la Chine avec les droits de douane de Trump, etc. Enfin bref, il y a une bataille là-dessus qui ne se situe plus sur les modèles, sur les recherches, sur tout ça, mais sur la capacité de compute. À quand une troisième voie européenne pour se libérer de ces capacités de compute et de faire de l'IA locale, alors qu'on a déjà des champions? Peut-être qu'il faudrait réagir à tout ça. Si vous connaissez des députés dans votre carnet d'adresse, filez-leur cette vision du monde qui se déroule sous nos yeux et dans laquelle il faut voir un petit peu clair, à mon avis. Si j'ai dit des bêtises, si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que tout ça vous va très bien, vous me dites en commentaire. Voilà, et les échanges, ça nourrit forcément nos réflexions. Allez, on se détend sur cette fin de revue, pas fin, puisqu'il y a encore plein de choses à aborder ensemble, sur cette suite de la revue d'actualité, et on va redescendre un petit peu du côté web. Mais c'est vrai, on parle de tech et d'IA tout le temps. Est-ce qu'on peut parler de nos usages de tous les jours du web et de ce que ça apporte de merveilleux? Oui, on peut, sauf qu'il va y avoir des vrais morceaux d'IA dedans, et c'est le cas notamment avec YouTube. YouTube vient de faire plusieurs annonces de déploiement, de solutions, de fonctionnalités et d'usage de l'IA, qui sont en train de changer notre petit monde tout simplement. La première d'entre elles, et j'y ai pas accès, il faudra me dire si vous avez des tuyaux pour moi, c'est le doublage. Je cherchais transcription, traduction, non, on parle plus de ça à l'heure des avancées récentes de l'IA, on parle de doublage automatique des vidéos YouTube. Les amis, c'est quand même un game changer ce truc-là. Alors moi, j'y ai pas accès, mais très clairement, vous allez pouvoir aller sur vos vidéos si vous êtes créateur de contenu, mais ça vous intéresse également si vous êtes consommateur de contenu et vous l'êtes. Vous allez sur une vidéo, vous allez cliquer sur les langues. Alors moi, j'ai un petit message qui me dit que j'ai pas le droit, mais je sais pas pourquoi. Peut-être parce que mon jargon, c'est un vrai challenge et mes jeux de mots débiles et mes blagounettes, c'est un vrai challenge pour être doublé. Mais en l'occurrence, vous voyez qu'il va pouvoir prendre ma propre voix, en faire un doublage. Alors c'est des choses qui sont déjà en test depuis quelques temps. Je vous en avais déjà parlé sur Renaud Décode, mais là, c'est en déploiement, comme vous le voyez ici. Voilà, et vous allez pouvoir doubler ou voir doubler automatiquement vos vidéos en plusieurs langues. Pouvoir des pistes, puisque ça, YouTube, c'est bien géré, notamment pour les sous-titres. Il y a une piste anglais, espagnol, italien, ce que vous mettez comme sous-titres. Bon, là, tout va se faire en automatique et en doublage. Donc, clonage de votre voix. Vous avez autorisé le truc, il y a une petite case qui est cochée automatiquement de base, il faut la décocher si vous voulez pas, il va récupérer votre voix, votre débit de parole va peut-être être un challenge pour le doublage, bien sûr l'impact sur le marché des doubleurs et des gens qui font de la traduction, etc., il est absolument aberrant, j'ai pas de mots là-dessus. L'autre truc que ça nous dit, c'est le nivellement culturel planétaire. Je pèse mes mots, les amis, puisque tous les Anglais, on va pouvoir les écouter, les anglophones, les écouter en français. Moi, on va pouvoir m'écouter à l'autre bout du monde, en espagnol, etc., etc.
Et en fait, on va se retrouver dans une communauté sur les réseaux sociaux encore plus large, encore plus mondialisée, avec des créateurs de contenu qui seront tous dans toutes les langues. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est super enthousiasmant, c'est en même temps un petit peu flippant. Est-ce que c'est pas un déclin culturel, ce truc-là? Est-ce qu'il faut pas garder notre précaré? Bah non, on est là pour partager aussi. Est-ce que c'est une opportunité de visibilité hors de nos frontières? Oui. Est-ce que c'est aussi une opportunité de se faire tailler des croupières par les gens qui sont ailleurs? Vous allez consommer quoi dans 1 an, dans 2 ans? Que des contenus américains, que des contenus français? Bah, les deux seront en français. Vous voyez le truc arriver. Ça, c'est un vrai game changer pour notre consommation du web demain. Et puis, il y a une autre chose également du côté de chez YouTube, c'est l'arrivée des playlists faites à l'intelligence artificielle sur YouTube Music. Alors, il faut être abonné premium. Pour l'instant, c'est réservé au premium. Mais c'est un peu le même principe, même si c'est différent. C'est les playlists musicales que vous faites dans Spotify, Deezer, etc. Bah maintenant, sur YouTube Music, vous allez pouvoir les faire. Vous pouvez déjà les faire, c'est en cours de déploiement, par l'intelligence artificielle. Ah, fais-moi une playlist. Tiens, en ce moment, je suis dans un mood un peu studieux. J'ai besoin de me poser calmement avec une ambiance de travail. Ok, je te fais ta playlist et c'est l'IA qui décide. Pareil, nivellement culturel peut-être qu'il va récupérer les trucs qu'il a compris être dans le mood que vous demandez, et du coup on va se retrouver à tous écouter la même chose tout le temps, partout, à travers le monde, et du coup plus d'émergence de nouveaux artistes. Bon, c'est une possibilité parmi d'autres, mais je serais curieux d'avoir votre position là-dessus. Est-ce que ces innovations-là sont un progrès, une chance pour découvrir culturellement des trucs, ou au contraire, est-ce que ça nivelle vers le bas, vers le haut, notre culture et ceux qu'on serait à même de vouloir découvrir? Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve le sujet sous-jacent parfaitement intéressant pour l'avenir de nos sociétés, tout simplement, et notre vivre ensemble, et de ce qu'on va devenir dans les années qui viennent. En parlant de réseaux sociaux, les amis, une nouvelle sortie de la Commission européenne qui vient de franchir une nouvelle étape contre TikTok. Et encore une fois, les amis, moi je vous passe les infos, j'essaie d'être objectif, je suis pas neutre, je trouve ça débile moi personnellement, donc ouais, je suis pas neutre, mais j'ai pas dit que c'était débile, et je trouve ça débile. Vous voyez la nuance? Bon, en tout cas, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi l'Europe s'attaque systématiquement à TikTok. Quand il s'agit, parce que là c'est de ça dont il s'agit, de dire attention, il y a des réseaux sociaux où en fait on scrolle des contenus verticaux courts qui sont plus ou moins bétifiants, plus ou moins intéressants, et en fait les jeunes notamment, c'est pour vrai, c'est pour que les jeunes, me la faites pas à l'envers, c'est trop facile, bon en fait on scrolle à l'infini, puis on se couche tard, puis on voit des trucs débiles, etc. Ça c'est TikTok. Non, pardon, c'est Meta aussi, hein. Instagram Reels, c'est la même chose, avec des comportements qui sont parfois d'ailleurs plus sexisme ancré dans ce genre de plateforme, tout sur le paraître, du coup ça fait du mal aussi psychologique à tout le monde et pas qu'aux jeunes. Et puis il y a YouTube Shorts aussi, pourquoi pas YouTube Shorts, c'est la même logique. Non, on s'en prend à TikTok. Bon, ça j'ai pas compris, vous m'expliquerez en commentaire si vous savez. En tout cas, la Commission européenne vient de faire une sorte de décision, de conclusion à titre préliminaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait leur recherche de leur côté en ne demandant rien à personne, et ils ont décidé, ils ont conclu que TikTok, ça enfreignait totalement le DSA, vous savez, le Digital Service Act européen. C'est-à-dire que c'était pas un service digital comme on le voulait en Europe. Pourquoi? En particulier sur l'usage par les mineurs. Pourquoi que les mineurs? Si le truc est débilitant quand t'as 15 ans, il est pareil quand t'as 16. J'ai pas compris ce truc-là. Bon, c'est pas grave. En particulier pour les mineurs et les usages nocturnes, ou les usages répétitifs, ou le scroll infini, ou etc. Bref, l'Europe vient de faire une nouvelle sortie là-dessus. Alors TikTok a déjà un peu répondu, ça c'est le truc de la commission, si vous voulez lire tout ça, vous avez ça qui est dispo en ligne. TikTok a répondu, ils ont mais non, c'est n'importe quoi, excusez-nous, mais bon, voilà. Nous, on a bien regardé, hein, nous, les Chinois de chez Biden, on a bien regardé, notre truc, il est bien. Qu'est-ce qui se passe? En fait, pardon de dévoiler un coin du truc, mais ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans maintenant qu'on a accès à TikTok. Ça fait 8 ans aussi qu'un peu partout, nous ensemble, et moi, et plein d'autres, on vous explique que en fait le problème n'est pas le réseau social en lui-même, donc il faut arrêter de cibler uniquement TikTok, mais il faut cibler les comportements. Il faut qu'on se dise ce dont on ne veut pas. Si ce dont on ne veut pas, c'est que nos mômes soient encore réveillés devant leur téléphone à 2h du matin à scroller à l'infini, c'est ça qu'il faut limiter, interdire. Il faut dire non, pas de scroll infini jusqu'à 2h du matin. Alors c'est quoi l'heure? Je sais pas, au bout de à 22h, ça coupe. Ah, mais ça c'est une dictature. Ah, alors faut savoir ce qu'on veut. Donc on est en train de demander à la Chine,
eux, ils ont leur système de dire, bah voilà, interdisez ça à notre population, à nous, parce que nous, on peut pas le faire. Du coup, on tape sur TikTok en espérant qu'ils changent, sans assumer le fait de leur dire, bah non, faut interdire après 22 heures, ou quand t'as moins de 14 ans, tu dois interdire tous les contenus où on achète des trucs en ligne sur TikTok et ailleurs, etc. Bref, il faut viser les comportements, mais visiblement en Europe, on sait pas faire, ou alors on l'assume pas. Les amis, ça me permet aussi de vous reparler d'un truc dont je vous ai pas parlé depuis un petit moment, qui est Douyin. Douyin, alors vous le voyez ici, j'ai traduit automatiquement en français. Mais j'ai pas mis le son, j'espère. Voilà. Ça, c'est Douyin, c'est le TikTok chinois. Juste pour votre information, les amis, moi j'ai l'impression qu'on est hypocrite et qu'on veut exactement le TikTok chinois, qui pour le coup propose des contenus. Alors il y a aussi des contenus clickbait dessus, mais il y a des contenus technologiques, il y a des contenus, vous le voyez, ça c'est du TikTok chinois, ça s'appelle Douyin, DOUYIN.com. C'est assez accessible, vous pouvez faire comme moi, aller dessus. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des vidéos d'une qualité absolument dingue, qu'il y a de la tech, qu'il y a de la science, qu'il y a de la cuisine, qu'il y a des paysages de fous, que oui, bien sûr, il y a plein d'art chinois qui est représenté, il y a plein de cultures, il y a plein d'art, etc. Il y a aussi des bêtises, il y a des trucs, hop, ça va nous donner faim, et c'est des trucs qu'on mange pas forcément, on n'a pas l'habitude, mais ça a l'air pas mal quand même. Bref, il y a plein de choses intéressantes, sachez-le, sur Douyin, et en plus, du côté de ByteDance, son éditeur de Douyin et de TikTok, en Chine, les amis, après 22 heures, ça coupe. Pour les moins de 14 ans, tu peux pas scroller à l'infini plus de 40 minutes par jour. Tu peux faire 4 fois 10 minutes, mais au bout de 40 minutes, l'appli te dit, non, t'as déjà trop vu de vidéos, choisis les mieux la prochaine fois. Entre 6h et 22h, c'est coupé. Tu peux pas faire d'achat en ligne, tu vois même pas les contenus qui parlent d'achat, tu vois pas non plus les contenus un peu olé quand t'as pas l'âge. Bon, et puis quel que soit ton âge, tu vois pas aussi des contenus qui seraient dissidents politiquement. Bon, ça, ok, on en veut bien en Europe, des contenus dissidents politiquement, mais tout le reste, on n'a qu'à demander à Douyin et à ByteDance, à TikTok, et aussi à Instagram Reels, et aussi à YouTube Short, pourquoi pas les Américains, de faire comme on veut, nous, avec nos valeurs à nous. Bon, vous le savez, l'Europe, maintenant, fait une nouvelle charge contre TikTok, mais s'adresse, à mon avis, c'est ma position, vous me direz en commentaire, ne s'attaque toujours pas aux vraies causes des vrais problèmes, et prend des biais, des contours, etc., etc. Je trouve ça fourbe et ça n'avance pas du tout, puisque Douyin en Chine, c'est comme ça depuis le début de Douyin en Chine, alors que nous, ça fait 8 ans qu'on a un TikTok qu'on veut pas, on s'en plaint, mais on n'est pas capable de déréglementer. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez, les amis. Allez, un géant du digital, de la tech, de l'IA aussi, dont on parle assez peu sur Renaud Décode, et vous me l'avez reproché, vous avez bien raison, c'est Amazon. Bon, petit florilège pour finir cette revue d'actu, un petit florilège de ce que nous fait Amazon ces derniers temps et des différentes annonces. La première, celle qui va vous intéresser le plus probablement si vous faites partie des utilisateurs grand public individuels de Amazon, vous le savez peut-être pas, vous avez un Echo chez vous, vous avez Alexa, bon, et ça y est, Alexa Plus arrive du côté de la France. Ça y est, c'est en train d'être en déploiement. Donc Alexa Plus, abonnement à 20 balles par mois. Vous allez pouvoir avoir ça. Et bien sûr, c'est designé pour toutes les gammes Echo, donc les matériels de maison que vous allez pouvoir poser. Enfin, vous allez pouvoir avoir autre chose que votre smartphone ou que votre écran d'ordi pour discuter avec l'IA. Puisque oui, Alexa Plus, c'est de l'IA. Laquelle? C'est quel modèle derrière? C'est plein de modèles. Voilà, sachez-le. Il y a du Titan, dont on parle jamais, mais c'est le modèle de chez Amazon, qui développe aussi ses propres IA. Et puis Amazon est un gros investisseur de Claude d'Anthropic, le modèle qui plie le game en ce moment et qui est agentique, ça depuis un petit moment, c'est-à-dire capable d'action. Il nous parle vachement bien, il respecte vachement bien nos consignes et il peut activer des choses. Et bien c'est ça aussi qui arrive dans Alexa Plus. Demain, vous allez avoir des petits terminaux à qui vous allez pouvoir dire baisse la lumière, va me commander un truc, va voir la sonnette connectée pour voir si le livreur est arrivé aujourd'hui. Il va pouvoir à la fois discuter avec vous, fini le vieil Alexa qui a quand même beaucoup vieilli à l'heure des IA conversationnelles super qu'on a maintenant. Alexa plus le matériel, plus l'agentique arrive dans nos foyers, dans nos maisons, et c'est du Amazon. Peut-être que ça va être un bouleversement. Aujourd'hui, on parle très peu d'Amazon dans l'IA. Peut-être que dans 6 mois, on parlera de Gemini, Claude, GPT et Alexa Plus.
parce que ce sera notre vrai kiff de tous les jours et qui va pouvoir piloter des tas de choses. En tout cas, ça arrive. Ça arrive aussi chez Amazon. Sachez-le également. Autre petite actualité concernant Amazon, MGM, donc groupe Amazon, production, comment on dit, audiovisuelle, cinéma, télé, série, etc. MGM, un groupe Amazon, eh bien, a fait tout un tas de... comment on va dire, pas des annonces, mais de communication pour assumer le fait qu'ils utilisaient l'IA à mort. Là aussi, les IA internes d'Amazon et également du cloud, qui est les modèles surpuissants aujourd'hui, sont ceux de Claude. Et bien sachez qu'en interne chez MGM, oui, on assume, on va produire, on va scripter, on va avoir des idées, on va, bref, tout le boulot qu'on peut faire sur un film, ça va être maintenant aidé par l'IA. Amazon prend les devants là-dessus, puisque vous savez, aux États-Unis, il y a encore des grèves à Hollywood et tout ça. Les gens se plaignent de tout ça. C'est beaucoup de boulot en moins. C'est beaucoup de créativité qui est donnée à l'intelligence artificielle plutôt qu'aux humains. Donc Amazon quand même modère un peu en disant non, c'est de l'IA au service de nos humains créatifs. Mais voilà, c'est clairement là-dessus. Et puis en parallèle de ça, Amazon, le groupe Amazon, cette fois-ci, l'ensemble, dernière info là-dessus, annonce des licenciements. Vous allez me dire, mais non, tu nous as déjà donné l'info, Renaud, c'était il y a quelques semaines à peine. Il y avait 14 000, si mes souvenirs sont bons, suppressions de postes qui avaient été annoncées fin 2025, ce qui est gigantesque. Bon, non, c'est une autre info. C'est 30 000 cette fois-ci, 30 000 emplois corporate. Donc là, c'est pour les cols blancs, donc tous les services commerciaux, administratifs, tout ce qui est tout ce qui est administratif au sens très très large, marketing, communication, finance, etc., etc. Tous les boulots de col blanc. 30 000 nouveaux plans de licenciement, 30 000 emplois supprimés comme ça. Et au profit de qui ? Au profit des milliards générés par Amazon, qui séduit aussi ses investisseurs là-dessus, et va pouvoir économiser comme ça des milliards tous les ans avec ces économies d'emplois qui seront donc des tâches confiées aux IA internes d'Amazon et également de leurs partenaires. Voilà où va le monde et voilà pour la sortie sur Amazon dont je vous parle peu, mais qu'il ne faut pas du tout négliger. Aujourd'hui, c'est un des très très gros sur le cloud, sur les puces, etc., etc. Donc c'est vraiment un rival de OpenAI, Microsoft Azure et de Gemini, Google. Et Google Cloud, le troisième larron, c'est lui, c'est Amazon, et il avance à pas de géant. Il ne faudrait pas le négliger, celui-là. Allez, je termine par une toute petite actu, les amis, très très rapide, juste pour vous partager ce post-là. Écoutez les amis, on parle de web, d'IA, de digital et de tech sur Renaud Décode, mais surtout pour essayer de voir venir notre futur. Notre futur, il est sur la Lune. C'est ça qui nous dit Elon Musk. Non Renaud, tu t'es gouré. Elon Musk, il va pas sur la Lune. T'es nouille, t'as pas regardé la télé. Il va sur Mars. Non, il va sur la Lune. Parce que oui, Elon Musk, on n'arrête pas de lui rappeler qu'il avait promis qu'on irait sur Mars en 2026. Et il a regardé le calendrier, il s'est dit, oh, je suis peut-être 2 minutes à la bourre. Non, c'est pas vrai. Il s'est dit, non, c'est compliqué d'aller sur Mars parce qu'en fait, il y a une fenêtre de tir tous les 26 mois, si tu veux. Voilà, avec les trucs, les machins, les orbites, etc. C'est que tous les 26 mois que tu peux faire un lancement, donc tu as intérêt à prévoir d'envoyer du tas de matos d'un coup, c'est très compliqué. Alors que la Lune, on peut la voir, c'est pas loin, on peut y aller quand qu'on veut. Bon, les amis, sachez-le, Elon Musk, il a fait une petite sortie, donc c'est dans le cadre du projet Artemis, porté par les États-Unis. Donc là, il y a une bataille géostratégique qui est claire entre les États-Unis et la Chine. Le but du jeu, s'installer notamment au pôle sud de la Lune et installer une base autonome qui pourrait faire des dingueries et qui pourrait notamment faire des échanges avec nous. Pour ça, faut y aller. On n'est jamais allé poser le pied sur la Lune. Si, je crois, complotiste. Bref, on y retourne sur la Lune. Est-ce que c'est les Chinois ou les Américains qui vont le faire en premier ? La bataille spatiale est relancée. Direction, non pas Mars, mais la Lune. Et puis, le but du jeu, ça va être d'installer des bases autonomes qui vont pouvoir produire des trucs avec de l'industrie sur la Lune, plus des gens sur la Lune, plus des robots sur la Lune, plus de l'IA sur la Lune dans la tête des robots et ailleurs, plus. Bref, une colonie humaine sur un autre astre qui serait notre petite Lune. C'est ce qui est en train de se passer et toutes les avancées du côté de chez Elon Musk, Tesla et autres sur la robotique, sur l'IA, sur le spatial. Le but aujourd'hui, c'est plus Mars, c'est la Lune. Bon, pour un premier pas. Et après, ça nous permettra d'apprendre à aller sur d'autres planètes et devenir
une espèce multiplanétaire. Ça fait rêver, non? En tout cas, Elon Musk a fait ces sorties-là pour nous parler de tout ça. Donc, dans le cadre du projet Artemis, les premiers lanceurs et orbites et posage de pieds et installation sur la Lune sont prévus fin 2026, plutôt 2027, à différentes phases. Et les États-Unis ne veulent pas se faire devancer par la Chine, qui pourtant avance extrêmement vite et un petit peu d'avance pour l'instant. Elon Musk devrait faire cette première phase. Et puis, il y a un autre acteur, c'est Blue Origin de Jeff Bezos. De qui? Amazon, vous voyez le truc, vous voyez les géants, ils sont absolument partout, ces géants dans tous les domaines. Bah oui, parce que Jeff Bezos, il a répondu à ce truc-là, donc ex-boss, enfin je sais pas quel rôle il a aujourd'hui, mais c'est le créateur d'Amazon, avec toute sa galaxie. Il a envoyé un petit truc chelou là, comme ça. C'est un casque, c'est quoi? C'est une planète? Non, c'est une tortue. Jeff Bezos a envoyé le signal sur X en réponse à Elon Musk en disant très clairement, voilà la fable du lièvre et de la tortue. Vas-y, cours Elon Musk, plante 12 000 fusées, nous on réussit les trucs du premier coup et on arrivera les prums à la fin. Donc il y a une petite bataille là-dessus. Elon Musk pour une fois n'a pas répondu en disant, enfin il a répondu mais pas agressivement, où il a dit bon bah si c'est Jeff Bezos qui envoie le premier sur la Lune, bah je serai content pour eux, félicitations et on ira tous ensemble. Ok, ah bah peut-être que Jeff Bezos a de l'avance là-dessus et qu'on verra Amazon planter, le drapeau Amazon planté sur le pôle sud lunaire dans quelques temps. Je voulais vous parler de ça parce qu'on parle assez peu de spatial, mais en l'occurrence, sachez que ça a un impact réel sur tout ce qu'on aborde ici habituellement, puisque le but d'un Elon Musk, par exemple, c'est aussi d'installer des serveurs, de l'IA, du compute sur la Lune, avec, vous le savez, des données, un environnement qui est totalement différent et qui pourrait être sympathique pour nous, avec de l'énergie, avec des communications, etc., etc. Bref, on parle assez peu d'espace. Ben voilà, c'est réparé sur cette revue d'actu de Renaud Décode. Les amis, vous retrouvez tout ça sur YouTube, alors activez la petite cloche, pensez-y, abonnez-vous sur YouTube, activez la petite cloche et venez nous retrouver si vous le voulez tous les lundis midi, mercredi midi et vendredi midi sur tous les réseaux, également Twitch, TikTok, etc., etc., en live. Tout ça est enregistré en live, venez nous retrouver et toutes les infos et la communauté est à retrouver sur renaud-décode.fr. À très bientôt pour une nouvelle revue d'actualité Web IA Digital Tech sur Renaud Décode.